Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence méthodologie pour les EDN et la LCA. Je me présente, je m'appelle Ryan, je suis néo-interne en ophtalmologie, donc je viens de finir les EDN cette année. J'ai fini top 400. Euh, donc ça, c'est une conférence qui me tenait vraiment à cœur puisque je voulais vraiment transmettre les idées clés pour pouvoir appréhender sereinement l'externat, les EDN ainsi que la LCA. Donc je vous ai fait cette diapo avec beaucoup d'idées directrices. Une diapo qui a été réalisée avec l'aide d'une de mes amies qui a passé l'EDN en même temps que moi et qui a été classée top 100. Donc ce guide-là, c'est le fruit d'une réflexion personnelle, mais aussi de beaucoup d'échanges avec des conférenciers, avec des étudiants de ma promotion, de ma faculté, pour pouvoir vous faire un regroupement d'idées vraiment clés pour pouvoir ensuite aborder sereinement l'externat, quoi. Alors pour cette conférence méthodo, on va voir dans un premier temps les règles des EDN, puis ensuite faire un focus sur les attendus et les modalités de la R2C, pour ensuite répondre à la question fatidique, est-ce que plutôt stage ou plutôt planque pour master les EDN, pour ensuite voir l'organisation des révisions, je vais vous présenter ma journée type pendant ma D3 pour que vous fassiez un ordre d'idée, puis ensuite j'aborderai les supports de cours et d'entraînement, la présentation de mes fiches personnelles et terminer ensuite par le nerf de la guerre, la LCA, en faisant un focus méthodo sur la LCA. Une petite métaphore que j'aime beaucoup sur les EDN, il faut voir les EDN comme un jeu. Pour gagner un jeu, c'est très facile de comprendre que d'abord, il faut maîtriser les règles du jeu avant de commencer à jouer. Puis ensuite, pour progresser, il faut s'entraîner continuellement jusqu'à devenir meilleur et gagner le jeu. Ici, gagner les EDN, ça revient à atteindre vos objectifs personnels que vous vous êtes fixés en amont. Les objectifs, ça peut être différent en fonction des personnes, ça peut être des objectifs de classement, des objectifs de spécialité ou tout simplement une simple validation des EDN. On est chacun et chacune très différents et nos objectifs le sont tout autant. La première étape, du coup, pour bien master les EDN, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment c'est rédigé, par qui, quelles sont les différentes modalités docimologiques. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer dans cette conférence. Avant d'attaquer tout ça, je trouve très important de faire un focus sur la nouvelle réforme, donc la modalité R2C, qui remplace les ECN anciennement. Et donc ça introduit trois nouvelles épreuves avec des répartitions de notes bien différentes. On a les points de parcours qui correspondent à 10% de la note globale, les échos à 30% et les EDN écrits à 60%. Donc on comprend bien que les deux plus grosses modalités du concours sont les échos et les EDN, qu'il ne faut surtout pas négliger, les deux. Et les points de parcours en général, on se débrouille en fin de D4 pour pouvoir avoir tous plafonné nos points de parcours à 60 sur 60. Donc l'idée générale que je voulais vous donner sur cette réforme, c'est que en fait, on a un an de moins pour réviser les écrits. Maintenant, les écrits, c'est en fin de D3, début D4, donc on a un an de moins. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est beaucoup plus compliqué. Au contraire, on nous retire une année de révision pour les écrits, mais c'est pour nous challenger sur des notions qui sont vraiment beaucoup plus générales et centrées sur la matière en question. L'objectif du CNG, c'est de former des médecins généralistes et des urgentistes qui ont des connaissances globales. On peut le voir avec les différentes statistiques que je vous ai sorties, tout ça est tiré des EDN 2024. On peut voir qu'au final, on a vraiment énormément de questions rang A. Des questions rang A qui sont pour la plupart des QRU. Moi, ça m'a vraiment choqué en 2024 de voir qu'il y avait énormément de QRU et pour la plupart accessibles. Donc, ce n'est pas forcément des questions très difficiles qu'on vous demande. Mais par contre, ce qu'on va vous demander, c'est d'être bon dans chacune des matières. Donc, ce qui va faire la différence le jour J aux écrits, c'est d'avoir une vision globale de toute la matière. Et surtout, ne faites aucune impasse parce que chaque matière tombe. Chaque matière tombe, et ça, je peux vous le confirmer. J'ai analysé un peu les annales de 2024. Il y a environ 10 à 12 questions par matière. Ici, on peut voir que lors de l'épreuve 2, ça commençait par un DP de rhumato, puis ensuite il y avait deux petites QI de rhumato, et en fait ça s'enchaîne par matière. Et on peut voir que ça fait des blocs. Donc on avait d'abord le bloc rhumato, puis endoc, puis une autre matière, puis une autre matière, puis une autre matière. Mais donc l'idée qu'il faut se faire de manière générale de la R2C, c'est qu'il faut avoir une vision, il faut être bon de manière globale. Bien sûr qu'il y aura des questions, certaines questions qui vont un peu tirer dans les coins,
Mais bon, ces questions-là, généralement, soit elles sont non discriminantes parce que trop compliquées, comme je prends l'exemple des questions de santé publique qui étaient tombées à notre annale, soit c'est des questions qui vont être discriminantes, mais au final, il n'y en a pas tellement. D'accord. Donc, si on veut bien maîtriser la R2C, il faut être bon partout, mais de manière globale. Donc ça, c'était pour appuyer ce que je vous ai dit juste avant. On peut voir que là, en 2024, il y a eu quand même 107 QRU, donc des questions à réponse unique. Et c'était la plupart du temps des questions accessibles. Beaucoup de crocs aussi d'ailleurs, avec une grosse proportion de rang A. On va ensuite aborder une question qui revient souvent dans le quotidien d'un externe. Est-ce que c'est plus avantageux d'aller en stage ou de se planquer pour pouvoir réviser les EDN et avoir de meilleurs résultats? Donc la réponse globale qu'on a toujours tous et toutes entendue, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Chacun apprend différemment. Tu as certaines personnes qui vont apprendre mieux en stage, qui vont mieux fixer les connaissances en stage, et d'autres qui se sont complètement planqués et qui ont très bien réussi les EDN. Moi, je vais essayer de vous apporter une réponse un peu plus tranchée en me basant sur mon expérience perso et bien sûr aussi beaucoup de témoignages de mon entourage de co-externes qui ont la plupart aussi très bien réussi les EDN. Donc moi j'en connais certains qui ont fait des très très bons classements dans le top 100, dans le top 200, qui ont planqué pendant une grande partie de leur externat, d'autres qui ont fait entre les deux, et d'autres qui se sont investis continuellement en stage et qui ont fait des excellents résultats aussi. Donc il y a de tout, il faut savoir qu'il y a de tout. Par contre, moi là où je vais insister, c'est que en D1 et en D2, en général, on commence les collèges. On a moins cette vision transversale de la médecine. On n'a pas ce puzzle entier de la médecine puisqu'on n'a pas encore fait tous les référentiels. Ce qui fait que les premiers collèges que vous allez faire, ils vont rentrer beaucoup plus difficilement. Vous allez apprendre des notions limite par cœur. Beaucoup de mots de vocabulaire ne vont pas être compris parce que ces mots de vocabulaire-là vont être traités dans d'autres référentiels que vous n'avez pas encore fait. Donc, je pense qu'à ce moment-là, le temps qu'on a en D1, D2, il serait plus rentable s'il était investi en stage. D'accord. Parce qu'en stage, on a une meilleure introduction. Je vous prends par exemple, moi, à titre personnel, j'ai commencé mon externat en révisant la cardiologie. La cardiologie, pour un premier tour de collège, en connaissant rien à la médecine, ça reste très compliqué. Et donc moi, le fait d'aller en stage en cardiologie, ça a permis de faire une vraie introduction à ce collège-là, à me donner des notions vraiment clés qu'on voyait en stage, que les CCA m'ont appris, les internes, j'ai énormément aussi appris au lit du patient. Donc au final, je me rends compte que ces notions-là que j'ai appris en D1, elles me sont beaucoup mieux restées dans la tête que les tours de collège que j'ai pu faire en D1 en cardiologie. Donc moi, ce que je conseille, c'est en D1, D2, essayez de vous investir en stage, dans des stages qui vous apprennent des choses. Là où vous allez pouvoir consolider les bases de sémiologie, les bases de clinique, parce que mine de rien, on a cette statistique qui nous dit que 27% des questions des EDN sont des questions sémiologiques cliniques. Donc c'est mine de rien une grande partie des questions des EDN. Donc D1, D2, essayez de vous investir en stage. D'accord. Mais par contre, ce que je vous dis, c'est que si jamais un stage n'apporte rien au niveau pédagogique, si les CCA ne sont pas impliqués dans votre apprentissage, que vous êtes laissé à l'abandon et que vous faites la plante verte, ça sert à rien d'y perdre du temps. Il faut rappeler que vous avez un concours à préparer, que vous n'êtes pas grassement payé, donc au final, vous y perdez plus qu'autre chose. Et puis, le temps, c'est une ressource qui est très précieuse pendant l'externat. Mais ensuite, en D3, moi, je suis partisan de dire qu'il faut essayer quand même de se dégager un peu de temps, donc essayer de planquer pour pouvoir mieux vous entraîner, à accumuler une grosse charge de travail d'entraînement, faire beaucoup de QCM, et je trouve que c'est mieux de se planquer en D3. Alors, en parlant de D3, je vous ai fait cette slide qui récapitule de façon chronologique toute ma construction de manière simplifiée, la construction de mon externat. Donc en D1, D2, je vous ai dit que j'essayais d'aller en stage, dans des stages qui m'apprenaient certaines choses. Je faisais des tours de collège et je m'entraînais sur des plateformes par-ci par-là, surtout sur Hippocampus et sur les conférences de ma fac. Je vais refaire un petit topo après sur les plateformes d'entraînement que j'ai utilisées. Euh, Puis ensuite, c'est vraiment en D3 que je me suis vraiment focus sur les révisions EDN. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de terminer le plus vite possible les révisions type partiel. Je sais que ça ne dépend pas de vous, il y a des facs qui terminent beaucoup plus tard, mais si les facs terminent tard, il faut s'arranger soi-même pour rajouter une charge de travail, essayer de faire des collèges, commencer son tour de révision en même temps que les collèges que vous apprenez pour les partiels. Parce que, mine de rien, ça fait vraiment la différence. Moi, dans ma faculté, on terminait les révisions vers février.
Et donc mon premier tour de révision, c'était de février à juillet. C'était vraiment un gros tour de révision où j'ai pris le temps de faire mes fiches que je vais vous présenter après. Et donc comment je m'organisais, je faisais en général une matière, une semaine. Ça pouvait aller à deux matières pour les matières un peu plus grandes comme la cardio ou la pédiatrie. Mais en général, c'est comme ça que je tournais. Je faisais mes fiches que j'essayais de faire de manière transversale pour pouvoir essayer de gagner un maximum de temps. Je vais vous expliquer comment j'ai raisonné après. Et je m'entraînais avec des plateformes d'entraînement que je vais vous présenter après. Et je faisais mon premier tour d'anal par matière. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait par matière et pas par épreuve. Puis ensuite, la deuxième phase de mon organisation de D3, ça a été après le concours blanc. Donc j'ai réussi à faire deux tours grâce à mes fiches après le concours blanc national de juillet. Mon deuxième tour, c'était de juillet à septembre, où j'ai pris environ 2 mois pour faire un autre tour de révision assez rapide. Puis mon troisième tour de révision, il a été vraiment encore plus rapide, de septembre jusqu'à mi-octobre. Je vais revenir un peu plus précisément là-dessus. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que en D1 et en D2, je trouvais ça très important d'essayer de se caler sur les partiels de la fac. Parce que ça peut être une sorte de deadline qu'on vous met pour pouvoir s'assurer de bien avancer sur ces collèges. Moi, j'essayais à chaque fois d'aller master la plus grosse note sur mes partiels. Je visais toujours des notes, des bonnes notes pour pouvoir savoir que j'ai bien appris ce collège-là, quoi. Pour la D3, moi j'aime bien prendre cette idée un peu de balance, une balance qui va être répartie entre la charge d'entraînement et la charge de cours théoriques. Et je vous ai fait une petite représentation de ce que ça a impliqué pour moi pendant ma D3. Il faut savoir que moi, il y avait vraiment un avant-après concours blanc national. Mon premier tour, c'était avant le CCB national et j'étais vraiment à 60% de cours parce que j'essayais de faire mes fiches et en même temps, je me calais 40% d'entraînement qui se décomposait en DP, QI, hippocampus, un peu de conférences de ma fac et surtout les annales par matière. Et puis ensuite, après le concours blanc national, j'ai augmenté progressivement ma charge d'entraînement parce que je trouve ça très important en fait de plus on s'approche du concours, plus la charge d'entraînement elle doit augmenter. En fait, il faut capitaliser sur tout ce qu'on a appris, sur les cours théoriques qu'on a appris et même sur toute la charge théorique qu'on a apprise pendant tout l'externat. On doit faire capitaliser tout ça sous forme de QCM et répéter des DP, des QI pour pouvoir s'entraîner continuellement. Et donc là, on était plutôt sur un ratio de 70% d'entraînement et 30% de cours. Et je trouve que ça, c'est vraiment important de mettre l'accent sur les entraînements. Ce qui va vous faire progresser, hormis les cours, ça va être vraiment le fait de s'entraîner. Et surtout, je mets un point clé sur faire les annales. Et ça, on va revenir après là-dessus. Donc, pour faire une petite représentation, moi, ma journée type pendant le premier tour, c'était, je vous ai dit, on était plutôt sur 60% de théorique, 40% d'entraînement. Le matin, je faisais mes fiches, c'était les fiches de la matière de la semaine. Par exemple, je commençais ma semaine d'AGE, je faisais mes fiches le matin, ensuite je faisais ma pause, puis ensuite l'après-midi, je recommençais à faire un peu mes fiches, et puis de 16h à 20h, je faisais les annales de la matière, plus des entraînements. Et puis ensuite, le soir, je terminais par des entraînements, voire des conférences de ma fac. Bien sûr, je mettais des petites pauses par-ci par-là que j'ai pas indiquées, sinon ça allait faire trop indigeste, mais vraiment, je ne marchais pas par bloc, je coupais beaucoup avec des petites pauses. Et on peut voir le premier tour versus le deuxième et troisième tour, où là, du coup, la seule partie théorique que je faisais, c'était le matin. Donc de 8h30 jusqu'à midi, je faisais une relecture rapide des fiches que j'avais fait du coup pendant mon premier tour. D'accord. Donc ces fiches-là, en fait, elles m'ont vraiment servi à faire un deuxième et un troisième tour assez rapide, de balayer rapidement plusieurs tours de programme, tout en laissant vraiment du temps pour s'entraîner. Parce que c'est ça ce que je recherchais dans la confection de ces fiches-là, c'est d'essayer de faire des fiches transversales qui vont me faire gagner du temps, où je vais pouvoir revoir les items de la manière la plus complète qui soit, le plus rapidement possible, et tout en me fixant aussi sur des notions qui tombent. C'est ça que je vais vous montrer après, c'est que moi mes fiches, à chaque fois je faisais une semaine de révision où je confectionnais mes fiches, et la semaine d'après je faisais les matières de la fiche en question, où à chaque fois j'avais ma fiche ouverte à côté pendant que je corrigeais, et je surlignais les notions qui tombaient dans les annales. Et donc ça m'a permis, dans mon deuxième et troisième tour, de faire des tours assez rapidement et de vraiment me focus sur les notions qui sont indispensables aux EDN et qui tombent assez régulièrement. Vraiment, ma seule charge théorique, c'était à ce niveau-là. Et puis ensuite,
je faisais ma pause et puis l'après-midi c'était full entraînement. Je faisais de 16h en 3 heures, j'essayais de faire une épreuve d'anal plus la corriger. Donc je faisais en général une épreuve d'anal qui dure 3 heures, j'essayais de la faire en 1 heure et demie, donc assez rapidement, puis je la corrigeais en 1 heure et demie. Ensuite j'enchaînais sur une masterclass ECNI où je corrigeais la masterclass de la veille, puisque c'est impossible de faire une masterclass et de la corriger en 1 heure. Donc vraiment je faisais un jour sur deux. Et puis ensuite, de 16h à 18h, je faisais une pause, voire je faisais un peu mes fiches Anki-LCA qu'on va voir après. Et puis je terminais de 18h à 20h par un peu d'entraînement, voire des corrections de concours blanc. Puis ensuite, j'allais manger et je finissais la journée soit sur des vidéos si j'étais trop mort, soit sur encore des entraînements. Donc ça, c'était un peu mes journées type. Petite mise en garde très importante qui peut vous faire gagner un temps énorme, un temps que j'ai perdu moi pendant mon externat et que j'aurais bien aimé qu'on me dise, c'est que faut faire attention aux fiches faites en D1 et en D2. Quand vous faites des fiches en D1 et en D2, vous n'avez pas cette vision large, transversale de la médecine, tout simplement parce que vous avez fait que très peu de collèges. Donc vous ne savez pas quelle notion est mieux traitée dans tel référentiel, c'est-à-dire que vous allez tout faire avec le même degré d'importance dans les collèges et ça va vous rendre la tâche vraiment indigeste. Vous allez faire des fiches qui ne vont pas correspondre à ce qu'on attend de vous pour les EDN parce que en plus vous n'avez pas fait les annales donc vous ne savez pas ce qui est très important. Donc les fiches en D1 et en D2, essayez d'éviter au maximum. Ça peut être vraiment très contre-productif et une réelle perte de temps. Et souvent, la plupart des retours que j'ai, c'est que, et même moi personnellement, les fiches que j'ai faites en D1 et en D2, elles ont fini à la poubelle. Concentrez-vous, prenez votre temps pour déjà kiffer la D1 un peu, la D2, essayez de vous investir un peu plus et aller en stage au lieu de faire des fiches. Essayez de revoir plus des tours de collège, de faire plus d'entraînement, d'aller aux conférences, d'accord. C'est comme ça que vous allez mieux fixer. Et évitez de perdre du temps, parce que le temps, les fiches en général, c'est très chronophage. Et donc évitez de perdre du temps à faire des fiches en D1, D2 qui vont finir à la poubelle. On va aborder maintenant les supports théoriques. Moi, j'ai un avis vraiment tranché sur quel support est le meilleur, et c'est vraiment les collèges. Moi, j'essaie de réfléchir d'une manière logique. Je me dis que les collèges, en général, c'est un ouvrage qui est fait par des enseignants, des PUPH, des PH reconnus, émérites et souvent professionnels de l'item qui vont rédiger dans le collège. Là où, à contrario, si on fait un comparatif miroir entre collège et Lisa, Lisa en général, on ne sait pas trop qui a fait la rédaction, qui a fait la relecture, on ne sait pas qui est imbriqué dans la boucle de rédaction et de relecture des fiches Lisa. Là où, dans les collèges, on sait pertinemment, il y a à chaque fois, à chaque début d'item, la personne qui a écrit, et on peut voir que la plupart du temps, c'est les spécialistes du domaine, et en général, c'est des PUPH, et les personnes qui rédigent les questions aux ECN sont aussi des PUPH, donc il y a à peu près le même mécanisme de pensée entre ces deux rédacteurs, quoi. Donc c'est pour ça que moi je me focus vraiment sur les collèges et je mets un point d'ordre à me dire que le collège est la référence. Il faut savoir que des fois, dans les annales, et ça c'est mon ami qui m'a aidé à rédiger ce diapo qui me l'a fait remarquer, c'est que des fois, il y a vraiment des phrases tirées du collège, mot pour mot, qu'ils ont utilisées pour la rédaction des questions à l'EDN. Moi, je mettrais en un les collèges. Donc au moins à chaque fois, pour chaque matière, faire un tour de collège, voire deux, et ensuite faire beaucoup d'entraînement. Maintenant, comment savoir si on a bien appris l'item du collège? Moi, j'essayais de toujours découper chaque item du collège de la manière suivante. Vous allez voir qu'au final, il y a toujours un pattern qui se répète en fonction des items, et on a toujours en un des notions d'épidémio, puis de physiopathe, puis de facteurs de risque. Puis ensuite, on a tout ce qui va être diagnostic, donc les signes cliniques, les examens paracliniques qui sont utilisés dans la pathologie en question. Puis ensuite, on va avoir une partie prise en charge, complications, orientation et suivi. Si vous arrivez à résumer mentalement chaque item avec ces différentes notions-là, vous avez compris votre item et vous avez appris votre item. Donc voilà, pour moi, vraiment, les collèges, c'est le support principal. Après, bien sûr, il y en a d'autres qui ont utilisé d'autres référentiels, mais d'après la majorité des avis que j'ai eus, il faut vraiment mettre les collèges au centre de votre apprentissage. Les autres supports, on peut en parler brièvement. Donc les LISA, je les ai déjà abordés. Certains que je connais ont utilisé les LISA surtout pour leur dernier tour, mais je trouve que c'est vraiment indigeste, surtout quand on les fait pour la première fois. Il n'y a pas vraiment d'image, c'est très mal présenté, pas forcément d'explication, des fois c'est très brut. C'est pour ça que
Les collèges, en général, c'est à visée pédagogique, donc ils sont là pour vous enseigner l'item en question avec des explications, des schémas, des images pour vous illustrer tout ça. Donc c'est pour ça que je privilégie vraiment les collèges. Sauf l'AGE, les fiches LISA d'AGE sont très très bien et d'ailleurs c'est la référence pour les EDN. Ensuite, il y a aussi les KB. Les KB, en général, moi, j'aimais pas trop, j'ai essayé. La plupart des avis que j'ai pris autour de moi aussi n'étaient pas très satisfaits. En général, c'est pas le support de référence. Ça va un peu. Alors, certes, c'est très pédagogue, ça va beaucoup vous expliquer un peu les mécanismes, tout ça, mais en général, c'est pas ce qu'on attend de vous pour les EDN. Pour un tour d'introduction très rapide, ça peut valoir le coup, entre grosses guillemets, mais vraiment, faites sur le collège, c'est tout aussi bien. Et puis, c'est vraiment le support de référence. Comme ça, vous perdez pas de temps, vous abordez là-dessus, vous faites déjà un premier tour sur le collège et c'est très très bien. Ensuite, pour les codex, moi j'ai utilisé les codex de Santé Pu, médecine légale, médecine du travail, qui en un seul livre répertorie ces trois collèges. J'ai trouvé ça très bien. Lors de mon premier tour de médecine légale, médecine du travail, j'ai fait ce collège-là, il était très bien aussi. Mais en 130 pages, vous avez ces trois collèges qui sont regroupés dans le codex. Moi, en vrai, je recommande. Surtout pour la santé publique, parce que je recommande pas du tout, par contre, le collège de santé publique qui est vraiment très, 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 trop gros et vraiment trop contre-productif. Donc, pour moi, ça vaut pas le coup de le faire. Euh, on va aborder ensuite les fiches CNI. Alors moi j'ai essayé de faire certaines fiches CNI, notamment en gynécologie. Je trouve qu'elles sont vraiment pas accessibles. Beaucoup trop d'abréviations, trop condensées, denses. En fait, ils font des copier-coller du collège avec des abréviations qu'on comprend pas forcément et au final on prend vraiment beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Du coup, ça donne l'impression que la fiche est très courte, mais au final, c'est des tableaux en police 7 très condensés qui vous font perdre du temps, quoi. Euh, Moi, je recommande pas trop les fiches ECNI. Et les fiches martingale, elles sont assez exhaustives, des copier du collé du collège, mais pas très synthétiques. Donc pour les révisions, j'ai pas trouvé ça très dingue. Voilà, donc vraiment les collèges au centre de votre apprentissage, c'est vraiment la notion clé qu'il faut retenir. Je vous ai aussi fait une slide qui regroupe un peu tous les collèges que j'ai fait durant mes tours de révision. Je les ai classés par couleur. Donc on a en rouge les collèges qui sont un peu plus longs à faire, collège de pédiatrie, cardio. En général, ça je mettais 2 semaines pour les faire lors de mon premier tour. Ceux qui sont plutôt en marron, c'est les collèges intermédiaires. Donc là, j'étais plutôt à 1 semaine pour faire un collège. Et pour les verts, on était plutôt à 3 4 jours, mais en tout cas moins d'1 semaine. Donc je vous conseille vraiment de faire tous les collèges que j'ai mentionnés ici. Les collèges que j'ai mis tout en bas là en rouge, c'est vraiment des collèges que je recommande pas du tout, qui sont vraiment trop chronophages pour les EDN. Donc l'immuno, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. L'anapath non plus, puisque toutes les parties anapath sont traitées dans les collèges de référence, donc il n'y a pas de nécessité d'aller se replonger dans un collège en plus. Et tout ce qui va être radio, pareil, tous les compléments de radiologie sont traités dans les collèges référents. En plus, le collège de radio, il fait 800 pages, c'est vraiment une grosse bête. Donc, je trouve que ça vaut pas le coup de l'ouvrir forcément. Je voulais aussi vous mettre en garde sur certains collèges qu'on oublie souvent et qui pourtant font l'objet de beaucoup de questions aux EDN. Je prends l'exemple du collège de vasculaire qui est très petit, facile à bosser et qui fait l'objet de nombreuses questions, surtout anciennement dans les annales. On a pareil CMF qui peut être très discriminant. Euh, la nutrition, bien sûr, à pas oublier. En bref, je vous conseille de faire tous les collèges que je vous ai mentionnés ici. Et bien insister sur les petits collèges comme ça, parce que je vous l'ai dit, en fait, ça peut valoir beaucoup de points, vu que en général, il y a à peu près le même nombre de questions par référentiel. Ça vaut le coup de prendre du temps, de travailler l'anesthésie, sachant qu'en anesthésie, il y a vraiment 3 items à faire dans tout le collège, le reste ne sert à rien. Il faut vraiment aussi savoir sélectionner les items à faire, hein. Ne faites pas tout. Euh, je vous prends l'exemple aussi du collège de réanimation. Il est très bien, très pédagogique à faire quand on est en D2. Mais par contre, pour ces tours de révision de EDN, je trouve que vraiment il est trop chronophage. Et surtout que la plupart des items sont traités dans les collèges référents. Donc le collège de réanimation, je vous conseille de faire uniquement les 5 items traités dans ce collège-là. Donc tout ce qui va être situation sanitaire exceptionnelle, tous les chocs, est-ce que j'en oublie certains, les intoxications médicamenteuses et autres. Et puis voilà, hein, si vous arrivez à faire tous ces collèges-là, vous aurez fait tout le programme. Ensuite, pour les supports d'entraînement, il y en a beaucoup, énormément. Si on devait faire une hiérarchisation de ces supports-là pour vous donner un peu ce qui est primordial à faire,
de manière graduelle. En premier, vraiment j'insiste, les annales c'est hyper 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 important. Essayez d'en faire le plus possible. Moi par exemple, moi et mon ami qui a fait aussi Top 100, on a fait tous les deux tours de collège. Là, le premier tour, on l'a fait pendant notre premier tour de février jusqu'à juillet. Et on l'a fait par matière pour essayer de voir à chaque fois la semaine d'après qu'on faisait la matière d'avant, on essayait de voir ce qui tombait fréquemment. D'accord. Et puis ensuite, lors de deuxième et troisième tour, on a fait par épreuve. Donc ce qui fait au total deux tours d'anal. Et vraiment, on recommande de faire le plus d'anal possible parce que c'est vraiment la modalité EDN par excellence. C'est ce qui est tombé. Et puis, au final, nous, à notre année, on s'est rendu compte que, par exemple, les 5 questions de médecine légale ou médecine du travail, je ne saurais plus trop vous le dire, mais c'était vraiment du copier-coller de ce qui est tombé en 2023. Vraiment du copier-coller. Les 5 questions, donc 5 points que vous allez avoir en médecine légale, médecine du travail, ça va être un copier-coller des annales. Il y avait aussi une question qui était tombée en 2020, une QI qui était vraiment un copier-coller. Il y avait un DP de néphro qui s'était fortement inspiré d'un DP de 2019, donc qui était vraiment en plus très discriminant, très difficile. Donc si vous l'aviez fait lors de votre tour d'anal, vous aviez vraiment un, un truc en plus pour pouvoir réussir le jour J, quoi. Donc on recommande vraiment de faire les annales. Puis ensuite, moi je mettrais en deuxième les concours blancs. Les concours blancs facultaires et surtout les concours blancs de plateforme gratuite. Vous allez voir que après le concours blanc national de juillet, il va y avoir pas mal de conférences, notamment ECNI, Asclepia et Hippocampus, qui vont sortir des concours blancs gratuits. Et je trouve que ça vaut le coup de les faire. C'est un très bon entraînement. Ça vous entraîne à vous mettre en condition pendant 3 heures non-stop, 3 fois d'affilée pour la partie médicale, plus ensuite faire une épreuve de LCA et vous entraîner. Donc vraiment, je trouve que c'est important de les faire. Et puis les concours blancs facultaires, c'est pas toujours bien rédigé. Surtout celui de septembre qui était vraiment exécrable, mais des fois ça vaut le coup de se mettre en condition de manière réelle en fait. Je sais pas, nous on le faisait dans des salles informatiques regroupées avec tous les étudiants de la promo, mais je trouvais ça bien de se mettre en condition, même pour la LCA, d'avoir les documents papier. Donc c'était vraiment un entraînement en plus. Donc moi je recommande en deuxième de faire ça. Puis ensuite en troisième vient tout ce qui va être plateforme d'entraînement comme Hippocampus, EDNI, tout ce qui va être masterclass EDNI qui sont vraiment top. On va revenir sur ça là-dessus. Non, même pour les conférences EDNI, je peux vous faire un topo. Moi, je trouve que c'est super les conférences masterclass. Comment j'ai utilisé ces plateformes d'entraînement-là? Pendant tout mon externat, j'avais Hippocampus parce qu'en fait, c'est pas très cher et ils font des questions vraiment de qualité. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé leur rédaction. Des fois un peu trop simple, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce que j'ai dit. C'est pour master l'EDN, il faut vraiment être très général et être bon partout. Donc c'était très bien pour l'externat de manière générale. Et puis ensuite, EDNI, je l'ai pris 3 mois avant le concours pour pouvoir faire un maximum de masterclass. Et ça, en vrai, je le recommande à pas mal de personnes parce que vous allez économiser sur le prix déjà en prenant que 3 mois d'EDNI. Et puis, en 3 mois, vous avez largement le temps de faire plein de masterclass, quoi. Alors, il y a quelque chose sur lequel je voulais insister, c'est comment choisir une bonne masterclass. Parce qu'il y a des masterclass qui sont vraiment à fuir. Les bonnes masterclass, c'est les masterclass qui sont bien notées déjà, dans un premier temps. Pour moi, une masterclass qui est très bien notée, c'est plus de 4,3 sur 5. Donc déjà. Ensuite, il ne faut pas prendre des masterclass qui sont trop spécifiques. À part si vous avez des difficultés sur un item, mais je veux dire, essayez de prendre des masterclass qui vous font faire un tour global de la matière, d'accord? Pour essayer d'avoir une vision globale et en une seule masterclass de balayer tout le programme, quoi, de la matière en question. Parce que forcément, si vous prenez une masterclass qui va être focus sur un seul item pendant 3 heures, vous allez la faire plus la corriger, ça va taper dans les coins sur des questions qui vont nulle part. Donc vraiment, ça peut vite être contre-productif. Et puis, ouais, en général, c'est ce que je recommande. Les masterclass EDNI sont très bien. Les EasyDP aussi, que je trouvais pas mal pour pouvoir aussi faire des matières qui tombent un peu moins, comme l'anesthésie, la réanimation, des items aussi un peu niche qui, s'ils tombent, peuvent vraiment faire la différence. Donc, moi, j'aimais bien faire ce genre de questions. Ce genre de modalité d'exercice. Et puis ensuite, en quatrième, je mettrai les conférences qui sont utiles, mais que au fur et à mesure, j'ai un peu moins utilisé personnellement, mais à vous de voir en fonction de vous ce que vous aimez. Si vous aimez consolider vos connaissances à l'aide d'un conférencier qui est en face de vous, que vous aimez cette partie-là qui est un peu
qui est un peu plus humaine que, entre guillemets, faire des QCM sur des plateformes d'entraînement. Vous pouvez le faire, ça peut marcher tout aussi bien. Et faire attention aussi à pas toujours se focus sur le classement. Là, actuellement, je tourne cette vidéo, c'est bientôt les EDN. Je vois pas mal de commentaires sur entrée de CNI d'étudiants qui ont des notes de fou sur des masterclass ECNI mais qui ont des classements de merde. Faut pas faire attention à ça tout le temps. Moi je dirais là où il faut quand même y porter entre guillemets un peu d'importance, c'est le concours blanc de juillet qui peut un peu être représentatif. Pas forcément, parce que je connais des personnes qui ont fait des remontées de 1400. Essayez de vous focus sur vous, votre progression personnelle, notamment au niveau de la note, d'accord. Et ce sera tout aussi bien. Petit aparté sur les QCM de fin de collège, j'en ai fait certains, mais en général, ils ne sont pas toujours très actualisés. C'est des fois un peu chiant puisque les corrections ne sont pas détaillées. En général, je ne recommande pas trop. Voilà. Le support que j'ai utilisé tout au long de ma D3, que j'ai d'ailleurs confectionné pendant mon premier tour de D3, c'est mes fiches. Ces fiches-là, en fait, je trouve qu'elles sont très spéciales et j'aimerais les mettre à disposition pour les étudiants parce qu'en fait, elles recensent toutes les notions qui sont tombées dans les annales depuis 2016 jusqu'à 2024. Donc ça m'a permis vraiment de faire plusieurs tours rapides et complets de programme parce que c'est vraiment des fiches générales qui abordent tout le programme en ciblant du coup grâce au travail que j'ai fait qui permet de cibler les notions qui sont vraiment tombées et qui sont indispensables. Donc comment ça se présente? En fait, c'est 34 fiches Word, il y en a une par matière et vous allez voir qu'il y a un sommaire cliquable qui va vous permettre de vous retrouver plus rapidement dans chaque fiche. Elles ont la spécificité, vu que c'est des fiches Word, d'être faciles à noter et modifier. En fait, l'objectif, c'est que quand vous preniez ces fiches-là, vous arrivez en D3 en vous disant, je vais pouvoir me les accaparer, me les personnaliser pour arriver lorsque je vais faire mes tours de révision de D3 avec des fiches qui me ressemblent, qui me sont propres, qui sont personnalisées, mais qui bénéficient de tout le travail que j'ai fait avant, de mise en page, le travail où j'ai répertorié les notions tombées dans les annales, et donc ça peut vous servir vraiment de base de travail principale. Donc toutes ces fiches-là, je les ai basées sur les collèges R2C de référence. Comme je vous l'ai dit, moi c'est mon support numéro un. Donc toutes ces fiches-là, elles sont faites à partir des collèges. Elles sont toujours organisées avec la même structure. Comme je vous l'ai dit, pour bien comprendre un item, pour moi, il fallait toujours ranger certaines notions dans des cases. Donc moi, chaque item est organisé de la même manière. Je vais vous montrer après, j'ai des exemples. Toujours, ça commence par de l'épidémio, de la clinique, du diagnostic, des complications, des traitements, puis du suivi, etc. Il y a énormément, moi je suis quelqu'un qui apporte énormément d'importance à tout ce qui va être apprentissage par image, par tableau, par schéma et par moyen mémotechnique. Donc il y a énormément de ça dans ces fiches-là. Et vous allez voir qu'elles sont vraiment complètes, exhaustives, mais qu'elles restent ciblées sur quand même les notions vraiment importantes et tombables surtout. Et autre spécificité, c'est au format question-réponse pour que vous puissiez apprendre avec un apprentissage actif. Je vais vous présenter ça après. Et du coup, ça, c'est très facilement transposable en Anki. Donc au final, c'est vraiment des fiches complètes et surtout transversales qui vont vous faire gagner un temps énorme. C'est pour ça que j'ai attendu, moi, de finir tous mes collèges en D3 pour pouvoir commencer mes fiches. C'est pour pouvoir savoir quelle notion est la mieux traitée dans tel référentiel et pouvoir tout mixer pour pouvoir avoir une vue complète de l'item sans forcément faire le même item dans 7 collèges différents. Je prends l'exemple typique du lupus. Dans l'item lupus, vous allez le retrouver dans le collège référent qui est la médecine interne. Donc l'item lupus est uniquement dans mes fiches traitées dans le collège de médecine interne. Mais vous allez voir qu'il y a aussi les notions du collège de dermato que j'ai greffé là-dessus, les notions de néphro que j'ai greffé là-dessus, les notions de rhumato, ce qui fait que vous revoyez une seule fois l'item lupus, mais vous avez toutes les notions importantes de tous les collèges. Je prends l'exemple aussi du myélome, qui est un exemple assez parlant. Le myélome, le collège référence et le collège d'hémato, c'est les hématologues en pratique clinique qui traitent les myélomes et qui prennent en charge les myélomes. Donc le squelette principal de l'item, vous allez le retrouver dans le collège d'hémato. Et par-dessus, je suis venu rajouter les spécificités du myélome en rhumato, les spécificités de la néphrologie qui traite du myélome. Et donc ça vous donne un item qui va répertorier toutes les notions de tous les référentiels et je peux vous garantir que ça vous fait gagner un temps énorme. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Donc voici à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de tableaux. J'aime bien organiser mes fiches sous forme de tableaux. Et vous voyez en fait à chaque fois que je surligne en violet, ça veut dire que cette partie-là tombe énormément dans les annales. Là quand j'ai mis plus, ça veut dire que c'est tombé tellement de fois que je ne peux même plus le compter. Donc la clinique de la cirrhose, c'est hyper important, ça tombe. La biologie de la cirrhose
et ce piège-là aussi tombe beaucoup. Le bilan de première intention de la cirrhose tombe aussi beaucoup dans les annales, donc il faut vraiment se focaliser là-dessus. Donc voir en fait, ça vous oriente quand vous faites ces fiches-là, à savoir quelle notion je ne dois pas louper. Pareil, ici, on a une fiche sur les hémangiomes en dermato. On peut voir que toujours, ça suit la même trame. Épidémio, facteurs de risque, la sémiologie clinique, encore de la clinique. Puis ensuite, ici, le bilan d'examen complémentaire, les évolutions des hémangiomes. Et vous pouvez voir qu'ici, ça tombe énormément, ça tombe, ça tombe énormément, et ça tombe énormément. Donc, vraiment une vue globale de ce qui tombe dans les annales. Pareil, ici, on a une fiche qui traite de l'hypercalcémie. La clinique de l'hypercalcémie tombe beaucoup. Le CG de l'hypercalcémie tombe aussi beaucoup, c'est déjà tombé, un nombre assez fréquent de fois puisque j'ai mis beaucoup de plus. Les causes d'hypercalcémie avec excès de calcitriol, c'est déjà tombé. Et le traitement de l'hypercalcémie, vous voyez, il y a beaucoup de schémas que j'ai fait ici de manière perso, des tableaux, des comparatifs. Euh, donc voilà, vous pouvez regarder. Donc pour ces fiches-là, le lien est dans la description. Vous pouvez regarder ça à tête reposée parce que je sais que là, ça fait beaucoup d'informations. Il y a beaucoup. Vous allez voir qu'il y a aussi pas mal d'images en plus que j'ai ajoutées qui permettent d'illustrer un peu ce à quoi ressemblent ces fiches-là. Et en bonus, je vous offre le deck LCA que je recommande à 100% et on va le présenter juste après. Celui-là, je vous l'offre gratuitement. Qui est basé sur les référentiels parisiens, mais on va le voir après dans la petite slide sur la méthodologie LCA. En parlant de méthodologie LCA, il faut vraiment comprendre que la LCA, c'est la matière la plus importante de l'externat. C'est celle qui va compter le plus pour votre note finale, en général 8 à 10%. D'où viennent ces statistiques? Prenons un exemple typique de la LCA aux EDN 2024. On avait un essai thérapeutique de 14 questions et une étude diagnostique de 15 questions. Il faut savoir que les questions de LCA comptent double. Donc, on se retrouve avec 58 points. 58 points sur 408 points sur le total des EDN. Ce qui fait que sur les écrits, on est à 14% de la note des EDN et sur la note finale, on est à 8,5% de la note finale. C'est énorme. Alors, mes conseils pour travailler la LCA. Déjà, vous trouvez un support théorique fiable. Et surtout, ne pas vous éparpiller. C'est super important. Moi, je voyais beaucoup d'étudiants qui utilisaient le PZL, qui utilisaient le poly de leur fac, qui utilisaient pas mal de supports et qui, au final, s'éparpillaient. En général, peu importe le support, on va toujours retrouver les mêmes ressources. Donc, prenez un support dont vous avez entendu beaucoup de bien, et vous l'accaparez. Et ensuite, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez rajouter des petites notions que vous avez pas trop compris. Et c'est avec l'entraînement que vous allez perfectionner un peu cette base théorique-là. Moi, par exemple, j'avais utilisé le support de ma fac qui était fourni par ma fac parisienne. Et j'avais, à partir de ce support-là, fait un deck Anki. Je vais vous expliquer mon raisonnement et pourquoi j'ai été amené à faire un deck Anki. Ce qu'il faut retenir en LCA pour progresser, c'est de la pratique. Déjà de 1, ne surtout pas mettre de côté la partie théorique qui est très importante et primordiale. Il faut maîtriser son cours sur le bout des doigts, limite par cœur, pour pas tomber dans des pièges, sur du vocabulaire, sur des biais. Donc ça, il faut le maîtriser. D'accord. C'est pour ça que moi je suis parti sur du deck Anki parce que ça se prête bien à ce genre d'apprentissage là. Et ensuite, il faut pratiquer. À partir de mon premier tour de D3, je faisais en général un article par semaine. Puis ensuite, à 3 mois du concours, j'ai commencé à faire 2 articles par semaine pour pouvoir m'habituer à me mettre en condition pour le concours. Et donc, moi, je faisais presque que des annales et des concours blancs. Donc ça m'a suffi. Et après, vraiment, il faut s'entraîner, être critique vis-à-vis de soi-même, c'est très important. Et donc, la régularité, la rigueur, c'est ça qui va vous faire progresser en LCA. Ensuite, des petits tips un peu plus poussés pour la LCA. En général, ce que je recommande, c'est de faire 1h30 pour le premier article, 1h30 pour le deuxième article. Essayez de vous cantonner à ces 1h30 là pour pas que si jamais vous êtes en galère sur le premier article, que ça empiète sur le deuxième et que ça vous fasse rater le deuxième en même temps que le premier. D'accord. Donc moi, je divisais ça de manière assez nette. Je me disais, je fais 1h30 par article et je fais 45 minutes de lecture, 45 minutes de réponse au QCM. Il faut savoir que des fois, les articles peuvent être très longs. Donc moi, je me disais 45 minutes, il faut que ça rentre en 45 minutes. Si ça rentre pas, je lirai plus vite. Si ça rentre pas, je mets de côté la partie résultat. D'accord.
La partie que vous pouvez mettre de côté, si jamais vous êtes un peu en galère niveau temps, c'est la partie résultat. Je parle en niveau textuel. Bien sûr qu'il faut lire les tableaux, parce qu'en général, les tableaux de résultats, c'est là où on va vous poser des questions là-dessus. Mais en général, vous pouvez passer outre la partie textuelle résultat. Ça vous apporte rien de plus en général que ce qu'il y a dans les tableaux. Et donc il va bien falloir se focus sur l'introduction, l'abstract, qui est très important. Souvent dans les essais randomisés, par exemple, on vous pose beaucoup de questions à partir de l'abstract et de la manière avec laquelle l'étude a été faite, parce qu'on va vous demander d'être critique vis-à-vis de ça. Et il y a souvent aussi en fin d'étude, souvent en fin d'article, il y a aussi la discussion qui est très importante. Parce que là aussi on va vous demander d'être critique, de critiquer l'étude, analyser les limites de l'étude. Et donc ça fait l'objet de beaucoup de questions aux EDN. Et donc pareil, c'est comme la partie médecine aux EDN, la LCA, il y a énormément d'annales qui retombent, il y a énormément les mêmes questions, parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que un essai, le rédacteur qui va vous poser des questions sur un essai, quand il est bien fait ou mal fait, ça va toujours être les mêmes questions qui vont être posées. Ça va être sur la méthodo, comment a été réalisée l'étude, est-ce qu'elle est bien réalisée, on va vous poser des questions sur le petit p, c'est vraiment toujours les mêmes questions. Donc c'est en faisant des annales, en vous exerçant que vous allez vous habituer à tout ça, à tous ces petits pièges qu'on peut vous poser et que vous allez progresser. Le principal piège en LCA, comme je l'ai dit, c'est de négliger la partie théorique. C'est vrai qu'il faut beaucoup s'entraîner, mais si on n'est pas au point sur le cours, on va tomber dans des pièges débiles, sur du vocabulaire, sur des biais, on va vouloir vous faire confondre certains biais entre eux. Il faut vraiment être au point là-dessus et limite connaître son support sur le bout des doigts. C'est pas nécessairement très long à apprendre. Par contre, la LCA, le problème, c'est que c'est vraiment trop volatile. C'est vraiment une matière qui est difficile à retenir. La semaine d'avant, vous avez relu tout le poly et dans 2 semaines, vous avez tout oublié. Donc j'ai pensé à faire un deck Anki pour pouvoir utiliser la répétition espacée et le système de flashcards qui ont déjà fait leurs preuves pour pouvoir apprendre de la meilleure manière qui soit la partie théorique de la LCA. Donc en fait c'est un deck que je recommande vraiment plus. La plupart des étudiants à qui j'ai partagé le deck pour qu'ils puissent essayer, ils sont vraiment hyper contents. Ils ont fait des progressions de malades. Il y en a qui étaient vraiment en galère la LCA de manière générale et qui ont réussi à avoir des super notes au concours blanc et même au concours de manière générale. Donc vraiment j'en suis satisfait de ce deck là et je vous le recommande, je peux que vous le recommander. En fait c'est un deck complet en 200 cartes qui va vous permettre de faire tout le tour de tout ce que vous devez savoir en LCA. Et c'est pareil, en fait, c'est du format question-réponse. Donc, en fait, un apprentissage actif, c'est pas quelque chose de chiant où vous allez faire du bachotage à surligner. C'est vraiment, vous êtes devant votre algorithme Anki et c'est basé sur le système de flashcard avec un apprentissage actif. La question, vous répondez. Si vous savez répondre, super, la carte reviendra dans un nombre tant de jours. Si vous ne savez pas répondre, elle va revenir plus tard, mais de manière plus rapprochée. En fait, le système Anki, c'est un système qui a déjà fait ses preuves et qui s'appuie sur le système de flashcard pour de l'apprentissage actif et un système aussi de répétition espacée pour continuellement revoir ces fiches-là et pas que vous les oubliez, que vous arriviez le jour J avec des notions théoriques vraiment ancrées. Et moi, ça m'a vraiment changé la vie ce deck-là, donc je vous le recommande. Donc il est basé sur le polycopier des facultés parisiennes et je l'ai vraiment enrichi avec beaucoup de compléments, donc des annales, des choses qui tombent énormément dans les annales, des pièges qui tombent énormément aussi, des conférences qui ont été données dans ma fac avec des professeurs reconnus en LCA, notamment des conférences sur le score de propension, sur le biais de temps immortel. Vraiment, il y a beaucoup de compléments. Et aussi, je l'ai enrichi avec des entraînements, des CCB, des notions que je trouvais intéressantes dans les CCB. Et il y a aussi un focus étude diagnostique, en sachant que moi j'ai vraiment été content de le faire ce focus là et d'avoir vraiment un deck qui est complet même sur ce point là. Parce qu'il s'avère à notre concours en 2024, les études diagnostiques sont tombées et la seule fois où c'est tombé c'était en 2018, donc ça a fait un peu un carnage et moi je suis bien content d'avoir eu des notions théoriques vraiment solides pour pouvoir répondre à la plupart des questions. Et avec l'avènement aussi de l'intelligence artificielle, ce type d'études est vraiment amené à tomber de plus en plus, donc faites attention. Donc voilà, si vous voulez regarder, checker un peu à quoi ça ressemble, il y a le lien en description. Donc comment ça se présente, c'est vraiment sous le format question-réponse avec la question,
la réponse, il y a beaucoup de définitions, d'accord? Donc ça vous permet de bosser un peu tout ça. Et vous voyez, j'ai aussi répertorié les notions qui tombent dans les annales aussi à ce niveau-là. Et j'ai fait aussi un gros travail pour essayer de représenter un peu toutes ces notions qui peuvent être assez indigestes sous forme de tableau, vraiment plus faciles à mémoriser. Donc en 200 cartes, on fait en 200-250 cartes, on fait la totalité du programme de manière très exhaustive et ça m'a permis personnellement d'arriver le jour J avec des connaissances vraiment solides, notamment sur les études diagnostiques. Et puis ça change en fait. Moi, c'est ce que je dis, comme vous l'avez vu dans mon planning, c'est que j'avais ma journée lors de mon deuxième et troisième tour qui était déjà prédéfinie. Et puis ma petite pause, c'était de faire mes petites flashcards de LCA. Et franchement, ça m'a très bien réussi et je peux que vous le conseiller. C'est la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Bravo d'être resté jusqu'au bout. Vous avez toutes les clés maintenant pour réussir ces écrits et la LCA pour les EDN. Il ne reste plus qu'à les utiliser. Croyez en vous surtout et soyez le mot clé en fait c'est la régularité. Soyez régulier, entraînez-vous régulièrement, ayez une routine, ça marche très bien les routines. Et puis je vous souhaite toute la réussite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des questions sur les fiches ou de manière générale, de préférence sur mon compte Facebook Fiche EDN parce que je réponds plus sous forme de vocaux, c'est plus rapide pour moi. Et puis si vous êtes intéressé par les fiches que je vous ai montrées dans cette présentation, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à les télécharger avec le lien dans la description. J'ai aussi prévu de faire une conférence du même type pour les écos, pour vous donner les clés pour pouvoir réussir. Ça arrive bientôt sur YouTube, je suis en train de la faire actuellement. Et n'hésitez pas à me donner vos retours tout simplement. Je vous souhaite plein de courage et beaucoup de réussite et à très bientôt.